Je vous propose de voir un exemple d'utilisation en classe qui a eu lieu dans le collège Jean-Jacques Rousseau du Pré-Saint-Gervais, avec une classe de 4e qui a été complètement transformée en mode projet. Donc, avec une première séance au départ de contextualisation finalement de qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo. Donc, je vous montre ici un petit extrait. Alors, le son n'est plus actif. Bon, je ne vais pas vous la passer en entier, mais ça m'inquiète que le son ne marche pas. Il y a des centaines de personnes pour créer un jeu vidéo. Mais il y a 50 ans, les ordis, c'était ça. Les premiers jeux étaient en noir et blanc et il suffisait d'un seul ingénieur pour les créer. Depuis, la technologie n'a cessé d'évoluer et les jeux de se diversifier. Plus les jeux deviennent sophistiqués, plus il faut une grosse équipe pour les fabriquer. Dans certains studios de création, il faut parfois jusqu'à 700 personnes pour un même jeu vidéo. Un jeu nécessite l'intervention de dizaines de métiers. Scénaristes, game et level designers, programmeurs, graphistes, ingénieurs du son, testeurs, chefs de projet, la liste est longue. Ils interviennent à différentes étapes. En premier, le brainstorming. C'est à ce moment que l'on partage toutes ces idées. On définit le type de jeu à développer. Jeu de combat ou d'aventure, tout dépend des personnes qui vont y jouer. Il faut ensuite écrire l'histoire, imaginer les personnages ainsi que l'ambiance. Claire, game designer, détermine les mécaniques et règles du jeu, ce que l'on appelle le gameplay. Alors, je ne vais pas vous la passer en entier puisque le temps est compté, mais c'est pour vous montrer le type de ressources qui accompagnent ces différentes applications qui permettent de contextualiser au démarrage, de poser le décor pour commencer à discuter dans la classe du thème abordé, donc ici le jeu vidéo, faire réagir sur les différents éléments qu'on a pu voir et surtout apporter une certaine projection sur les métiers du numérique auxquels ça peut apporter. Donc nos vidéos sont toujours construites sur un modèle où on a un peu une partie wiki au démarrage, donner différents éléments et ensuite faire des portraits de personnes qui travaillent dans le secteur. Donc, suivant cette inspiration, on va avoir différentes équipes qui vont se constituer dans la classe. Ici, nous avons fait un projet de... donc, la classe était avec à peu près 24 élèves, donc avec des équipes de 5 à 6 élèves, on a pu avoir différents projets qui ont pu se mener en parallèle. Chacun ou par deux, ont pu occuper différents métiers du jeu vidéo, donc principalement scénaristes, programmeurs et graphistes, et à travers l'expérience qu'ils vont avoir, on fait émerger le besoin de game design et de level design que chacun va devoir observer pour aboutir au produit final. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure, on va travailler d'abord en déconnecté, essayer de concevoir sur papier le niveau et ses difficultés. Et en faisant cela, on a d'autres éléments et d'autres ressources que l'animateur peut utiliser, donc comme ces petites animatiques que vous voyez dérouler sur la droite, qui vont permettre de comprendre que quand on conçoit un niveau, en fait, on va jouer avec les émotions du joueur. Donc on explique justement cette fameuse théorie du flow dont on a entendu parler ce matin. Donc on joue avec les émotions du joueur. Du coup, il faut qu'on trouve un bon moyen de trouver un niveau qui soit suffisamment compliqué pour avoir envie d'y jouer et de relever le défi, mais pas trop pour pas frustrer le joueur. Et à travers ces petites animatiques, on essaye aussi d'entraîner la discussion avec la classe pour que chacun se rende compte de ses propres pratiques de joueur et donc prenne un peu de recul par rapport à ses pratiques du numérique et en même temps devienne responsable de l'émotion ou de l'expérience qu'on est en train de créer pour l'autre groupe ou le joueur qui va jouer au jeu final. Donc voici, maintenant je vais vous passer une petite vidéo qui a été tournée suite à la journée de rendu qu'on a pu faire et filmer. Donc c'est une journée, c'était la dernière séance de création qui a eu lieu dans cette classe de 4e où tous les groupes ont finalisé leur jeu et les ont montrés aux autres. Je vais laisser le professeur de cette classe s'exprimer. Ça va venir. Intéressant dans ce projet, c'est que les élèves ont pu se mettre dans des situations où en fait on leur demandait d'être acteurs. Certains qui pensaient vraiment être devant leur écran comme à leur habitude ont trouvé quelque chose d'intéressant sous format papier, dessin, écriture, etc. Et d'autres qui pensaient ne pas être suffisamment doués pour être dans l'univers informatique sont sortis de leur crayon pour aussi aller voir comment j'écris avec mon stylo et comment j'écris avec ma souris.
Ils ont été très autonomes assez rapidement. Moi, je pouvais juste amener le raisonnement, mais concrètement, c'était à eux de rechercher et puis à retrouver par eux-mêmes. Ils n'avaient pas de notion au préalable de codage. Maintenant, bien sûr, c'est tous des utilisateurs. Et parce qu'ils ont cette utilisation derrière un écran, ils voulaient donner vie à quelque chose. Et ce qui était assez intéressant aussi, c'est de voir que les élèves qui, eux, avaient écrit leur histoire, etc., tenaient à voir leur histoire aboutie. Donc du coup, ils ont dû aussi se débrouiller pour que tout le monde participe. Il y a aussi le côté, comment je fais pour aider quelqu'un quand je vois qu'il est en difficulté? Comment j'occupe mon temps? Sur quoi je peux rebondir? Comment je fais? J'ai un problème technique, je sais pas faire quelque chose. Quelles sont les ressources? Je sais pas, aller rechercher un camarade d'un autre groupe qui faisait à peu près le même métier pour aller voir. Discuter entre eux pour savoir qu'est-ce qui fait déclencher tout ça. Et à partir de là, ils se sont intéressés à je veux faire telle action, donc comment je fais pour coder telle action. Pouvoir tester en direct, en simultané, de voir tout de suite si ça marche ou si ça marche pas, c'est idyllique. En plus, bon, c'est sur la même interface, donc je le vois tout de suite et je vois si ça peut bugger ou pas bugger. Quand ils voulaient être codeurs, c'est justement pour avoir cette sensation de créer le jeu, de partir de quelque chose qui est possible mais qui est tout à créer. Il y a cette notion de responsabilité. En effet, chaque jeu, en fait, pour finir, ne se ressemble plus. Ils se sont complètement appropriés, en fait. Ça devient leur objet. Donc, comme ils nous disent, hein, c'est notre jeu. Est-ce qu'on a enregistré notre jeu ? Alors, comme bilan de cette expérience, on a pu voir l'engagement des enfants, on a pu voir des comportements d'analyse et de résolution de problèmes, de l'apprentissage par essai et erreur, du travail collectif, créatif, le développement d'une pensée algorithmique, parce que quand on veut décrire comment un jeu doit se comporter, il va falloir qu'on pense comment on va programmer. Bon, on veut que le personnage il passe à une étape, mais comment il va le faire et à quel moment va se déclencher tel ou tel comportement. Donc tout cela a permis de l'initiation au code et à la culture numérique à travers toute cette expérience, une prise de recul par rapport à ses propres pratiques et une responsabilisation par rapport à l'expérience qu'on propose à l'autre, avec également un certain impact social parce qu'on a pu voir des comportements d'enfants qui d'habitude étaient plus réservés, au dire de la maîtresse, qui finalement commençaient à avoir un autre rôle dans la classe parce qu'on parle du jeu vidéo qu'il connaît, donc il devient référent par rapport aux autres, parce que là il se sent un peu plus dans son élément, donc il va être aussi leader et faire des tâches qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Donc c'est un vrai bel exemple d'utilisation en mode projet d'un outil avec une création collective.